S'il y a des questions. Question par rapport aux attentes. Vérifier dans mon expérience que d'être conscient de mes attentes, ça va m'aider à en avoir moins d'attentes. Souvent, quand j'ai des attentes par rapport aux autres, que ce soit dans ma relation de couple, à un moment donné, il peut y avoir une tension. Donc, je suis conscient de mes attentes. Je vois qu'au fond, à ce moment-là, d'être conscient de mes attentes diminuent. Mais là où j'ai de la difficulté, c'est quand je fais face, mettons, à l'attente de l'autre. J'ai remarqué que j'avais tendance là, à être comme plutôt moralisateur. Écoute, tu vois, tu as une attente. Tu as des attentes. Fait que là, à ce moment-là, il y a une espèce de morale là, que je suis face à l'environnement. Au fond, j'ai comme attente que les autres n'aient pas d'attente. Je sais pas, là, mais je suis un petit peu embrouillé, cette histoire-là d'attente pour moi. Tôt ou tard, il faut laisser l'environnement tranquille. Votre environnement a des attentes, c'est sa fonction. C'est pour ça qu'il est là. Vous constatez vos propres attentes. Vous ne pouvez pas être sans attente. Être sans attente voudrait dire que vous vivez une autonomie affective. Vous constatez vos attentes humblement, sans les justifier, sans les critiquer. Vous vivez avec vos attentes. Au plus vous vivez avec vos attentes, sans commentaire, au plus ces attentes vont devenir légères pour vous. Vous n'allez plus attendre d'être sans attente. Vous n'allez plus avoir besoin d'être sans attente. Vous constatez vos attentes. Et quand vous vivez clairement avec vos propres attentes, vous allez voir les attentes des autres ne vous concernent pas du tout. Chaque être humain a ses attentes vis-à-vis de vous. Vous pouvez uniquement les écouter, les respecter. Ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes de votre environnement. Ben, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas répondre aux attentes de votre femme, de votre maîtresse et de votre troisième maîtresse. C'est impossible. Vous pouvez répondre aux attentes de personne. Mais vous pouvez vivre sciemment avec vos propres attentes. Je dis, ça suffit. Vous allez voir, quand vous écoutez vos attentes, sans commentaire, les attentes des autres vont vous paraître légères. Votre chien également attend, vous le donniez à manger. Votre voisin attend certaines choses. Vos parents, vos poissons rouges. Ça, c'est pas pesant. C'est uniquement pesant si je nie mes propres attentes. Alors effectivement, vous allez attendre que l'autre n'attende pas. Alors là, c'est une agitation constante. Et c'est un manque de civisme. On ne peut pas demander à l'autre ce qu'on ne fait pas soi-même. Pas d'impatience.
Vos attentes sont nécessaires, la preuve, elles sont là. Il ne s'agit pas d'être sans attente, c'est un concept. Ça, c'est des choses spirituelles qui concernent que les gens malheureux et qui veulent le rester. Il faut être fonctionnel, vivre avec ce qui est là. Pas de direction spirituelle, pas de imaginaire. Pour vivre vos attentes, vous allez voir vos attentes vont diminuer. Parce qu'une attente c'est un imaginaire. Et quand vous regardez honnêtement un imaginaire, il quitte sa caractéristique d'imaginaire. Et vous allez voir, il n'y a rien à attendre. Parce que ce que vous avez besoin, vous est toujours donné. Et si ça ne vous est pas donné, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc il n'y a jamais d'attente possible. L'attente est un imaginaire. Ça n'existe pas. C'est une pensée. C'est un fuite de l'instant. Quand elle est là, c'est ce que j'ai besoin d'écouter, de respecter pour retrouver cette présence. Donc les attentes des autres, respectez-les. C'est normal, votre femme s'imagine que vous êtes son mari, que votre enfant vous voit comme un père, que vos parents vous voient comme un enfant, que vos élèves vous voient comme un professeur, que le directeur d'école vous voit comme un... etc. Chacun, bien sûr. Chacun projette sur vous ses attentes, ses problèmes. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes clair, vous faites ce qui est possible. Pour votre femme, pour votre maîtresse, pour vos poissons rouges, pour vos élèves, pour vos familles. Vous faites ce qui est possible. Vous n'êtes pas là pour satisfaire quiconque. Mais pour trouver en vous cette satisfaction, cette autonomie. Au fond, c'est le projet de satisfaire l'environnement qui est souffrant en ce moment. Bien sûr. Bien sûr. L'environnement sera toujours insatisfait. Il veut quelque chose. Quand on veut quelque chose, on est insatisfait. Quoi que vous fassiez, l'environnement va être insatisfait. Les gens qui attendent pour donner tout ce qu'ils veulent, l'instant d'après, ils veulent autre chose. Pourquoi ils ne sont toujours pas satisfaits? Parce que ce qu'ils veulent profondément, ce n'est pas ce que vous leur donnez, ce n'est pas ce qu'ils vous demandent, ils veulent être tranquilles. Et ça, vous ne pouvez pas le donner, parce que ça ne se transmet pas. Donc, vouloir répondre aux attentes de l'environnement, c'est un manque de respect. Selon la maturation de votre environnement, vous pouvez l'amener à se rendre compte que ce qu'il vous demande est en eux. La tranquillité qu'ils pensent trouver avec vous, ils l'ont en eux-mêmes. Mais il faut un environnement mûr. Ça ne se formule même pas. Mais un environnement qui demande quelque chose soit toujours insatisfait. La demande vient du malheur, la demande ramène au malheur. Mais il faut le respecter. C'est un appel, un appel. Les gens s'imaginent qu'ils veulent coucher avec vous, les gens s'imaginent qu'ils veulent vous épouser, les gens s'imaginent qu'ils veulent devenir votre ami, les gens s'imaginent... Mais ce qu'ils veulent, c'est être tranquilles. Par manque de maturation, les gens s'imaginent vouloir autre chose. Ils sont dans une totale illusion. Il faut le respecter. Selon notre maturation, on a besoin de croire avoir tel ou tel besoin.
Il y en a qui s'imaginent avoir besoin d'argent, il y en a qui s'imaginent avoir besoin d'amour, il y en a qui s'imaginent avoir besoin d'un bateau. Peu importe. C'est un imaginaire. C'est une compensation. Ce qu'on désire profondément, c'est être tranquille, c'est pas un bateau. Et vous allez voir, au plus vous êtes humble avec vos propres attentes, sans l'arrogance de vouloir vous trouver sans attente, sans l'arrogance de vouloir devenir spirituel, de toute cette pathologie, vous vivez humblement à votre fonctionnement, au plus vous allez voir, les attentes des autres disparaissent. Disparaissent comme poids psychologique. Il suffit d'un regard d'amour. Les gens vous aiment, vous détestent. Vous dites un mot, la personne tombe amoureuse, un autre mot, elle vous déteste. Attraction, répulsion, imaginaire. C'est un grand homme, un autre mot, c'est un monstre. Une autre parole, de nouveau un grand homme. Il n'y a pas à s'occuper des attentes des autres. Vous respectez ou l'écoutez. Mais ce que vous écoutez, c'est ce qui est en face de vous. Pas l'imaginaire. Quand vous êtes avec un enfant, vous n'écoutez pas son attente envers vous. Vous écoutez l'enfant. Écouter l'enfant contient l'écoute de l'attente, mais pas en tant que situation séparée. C'est écouter l'enfant tout court. Donc vous allez voir les attentes de votre femme, de vos enfants, qui sont inévitables. Tant qu'ils n'ont pas trouvé une autonomie, vont vous apparaître ce qu'elles sont, comme votre chien qui attend sa soupe. C'est son rôle. Donc il vit sur un niveau vital, animal, il a besoin de sa sécurité alimentaire, de sa sécurité affective. Et votre chien aura toujours cette attente. Mais à un moment donné, elle est non psychologique pour vous. Si vous avez de quoi le nourrir, vous le nourrissez. Vous n'avez pas de quoi le nourrir, vous ne le nourrissez pas. C'est sans problème psychologique. Vous n'attendez pas que votre chien devienne sans attente. Votre femme, c'est pareil. Respectez la nature du chien, respectez la nature de votre femme. Suite à une conversation que j'ai eue récemment, j'ai un sujet qui me tient très à cœur et qui est revenu en surface récemment. Et c'est quelque chose qui me préoccupait depuis longue date. À savoir, qu'est-ce qu'on met d'abord avant tout comme priorité dans notre vie? Est-ce qu'on met de l'ordre dans notre vie? Est-ce que la vie, d'abord, avant tout, notre tâche première, c'est de régler nos problèmes? Et après ça, on embarque sur une quête spirituelle? Ou est-ce que les deux se font en même temps? Ce soir, est-ce que les gens sont ici sur une quête pour régler les problèmes personnels? Ou est-ce que ce soir, les gens sont ici? Je n'ai plus là-dedans, alors on va surtout parler en jeu. Est-ce que je suis ici ce soir pour régler mes problèmes personnels ou pour... Est-ce que c'est une quête spirituelle? Est-ce qu'il y en a un qui va avant l'autre?
est-ce que ça se sépare ou est-ce que tout ça s'imbrique l'un dans l'autre? Je trouve ça difficile d'évoluer effectivement spirituellement s'il y a des barrières personnelles qui sont là d'abord et avant tout. Mais en même temps, je trouve ça difficile de simplement régler les problèmes personnels puis mettre de côté la quête spirituelle parce que immanquablement, il y a un appel qui se fait, il y a une conscience qu'on n'est pas juste une brique dans un mur, il y a une conscience qu'on est partie d'un grand tout. Mais là, c'est par où qu'on commence dans tout ça? Est-ce que vous choisissez d'être affecté par les infidélités de votre femme, par la santé de votre enfant défaillante, par vos problèmes financiers? Est-ce que vous choisissez d'abandonner tout ça pour aller dans un ashram en Inde? Quel est votre choix? Vous n'avez pas de choix. Qu'est-ce qui s'impose pour vous? Vous ne choisissez pas de faire de la danse ou de la musique. C'est la musique ou la danse qui vous choisissent. Vous ne choisissez pas d'avoir un don pour l'haltérophilie ou la course de demi-fond. C'est votre caractéristique qui vous choisit. Vous ne choisissez pas non plus ce dont vous parlez. Vous allez voir ce qui est le plus crucial pour vous. Est-ce que c'est d'améliorer les rapports familiaux, affectifs, financiers? Ou est-ce que c'est de faire du zen ou de faire... Je ne sais pas ce que pourrait être une quête spirituelle, ces choses-là. C'est votre imaginaire qui vous amène à une chose ou l'autre. C'est la même chose. C'est deux imaginaires. Votre quête spirituelle est inutile, il ne sera jamais qu'un imaginaire, et vos problèmes personnels sont inexistants, ils ne seront jamais qu'un imaginaire. Choisir entre deux imaginaires, c'est une perte d'énergie. Imaginez, vous choisissez. Vous vivez humblement avec ce qui vous arrive. Si le matin vous voulez aller faire du zen au centre zen de Montréal, ou si le matin vous êtes angoissé parce que fait votre femme, ce que pense votre père ou la maladie de votre enfant, vous faites face à ces angoisses, vous faites face à votre volonté d'aller recevoir des coups de bâton. Vous choisissez l'inévitable. Il n'y a pas besoin de décider ce qui est mieux. Être dépressif parce que votre femme pense ça, ou être devenir obsessionnel sur les traditions islamiques ou bouddhistes. C'est la même chose, c'est un imaginaire. Il n'y a rien pour vous là-dedans. Tout ce que vous allez apprendre vous est inutile. Tout ce que vous allez résoudre vous est inutile. Tout ce que vous allez comprendre vous est à jamais inutile. Tout ce que vous allez penser est inutile. Ce qui est important n'est pas là. Vous n'avez pas de place dans votre vie. Vous n'avez pas de place pour vous-même dans votre vie. Donc vous allez chercher à choisir ce qui est mieux pour vous, vous vivez dans un imaginaire. Et il faut le respecter. Mais un jour vous verrez que choisir le zen ou l'islam, choisir une femme ou un homme, choisir vivre comme un ascète ou comme un bourgeois, est uniquement une agitation mentale. Il n'y a rien là-dedans.
faudrait bien comprendre clairement le sens de nos réunions. Ici, on ne donne pas de conseils pour mieux vivre. On ne donne pas d'enseignement, ce qui est juste ou faux. Mais on propose une découverte de nos propres imaginaires. Donc la question va toujours être quoi faire. La réponse va toujours être il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire pour être mûr. Vous ne pouvez rien faire pour vous rendre compte de votre agitation. Vous ne pouvez rien faire pour vous rendre compte de votre imaginaire. Ça se fait tout seul, ou ça ne se fait pas. À un moment donné, vous vous rendez compte dans l'instant que vous êtes en train de créer un monde où il n'y a rien. Vous êtes en train de créer une tradition spirituelle. Vous êtes en train de créer un enseignement. Vous êtes en train de créer une difficulté. Et un jour, vous voyez, il n'y a rien là-dedans. Tout était pensée, tout était agitation. Il faut déjà un certain niveau de maturité pour comprendre ça. La plupart des gens ont besoin de faire quelque chose, de suivre quelque chose, de faire des exercices, de faire des tai chi chuan, de faire du yoga, de faire de la méditation. C'est de l'imaginaire, ça ne sert à rien. La maturation ne vient pas d'une pratique, ne vient pas de suivre quelque chose. Toutes ces choses ont le plat dans la religion. Ici, on ne se situe pas dans un cadre religieux. La plupart de nos concitoyens ont besoin de croire à leur pays, à leur race, aux traditions familiales, sociales, éthiques, politiques, spirituelles. Et c'est respectable. C'est sur ces notions que sont basées nos sociétés, qui font de tel un terroriste, qui font de tel un justicier. Mais ici, on ne se situe pas au niveau de ces choses-là. Pour nous, ici, il n'y a pas de terroriste, il n'y a pas de juste. Il y a ce qui est. Toute question qui va demander comment va s'enfoncer dans un drap. Et il n'y a pas d'autre question possible. Si, je reviens un petit peu à Charles, si la très grande partie de notre journée, de notre existence quotidienne est dans l'imaginaire, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est important? De se poser intimement cette question. Pas avec les mots. Avec la vie, à chaque instant. Cette question même est le début de la réponse. Chaque instant de votre vie, à un moment donné, cette question se trouve là. Chaque pierre que vous soulevez, cette question surgit. Mais pas au niveau conceptuel.
au niveau, j'ai presque instinctif, au niveau vital. Chaque action, chaque pensée se pose la question. C'est plus une question, c'est une intensité. Cette intensité qui va brûler votre savoir, qui va brûler vos prétentions à pouvoir, à savoir, à vouloir. Jusqu'à il reste une écoute. Dans cette écoute jaillit votre prétention, votre savoir, votre vouloir de temps en temps. Avec bienvenue. Il n'y a pas la moindre dynamisme d'être sans savoir, sans vouloir. Non, il n'y a pas de dynamisme. Votre prétention est bienvenue. Tout ce qui surgit en moi est bienvenu. L'arrogance, la peur, l'affirmation. Quand ça surgit, c'est ce que j'en ai besoin. L'instant d'après, cette chose est éliminée. Donc la vraie question, c'est un art de vivre, c'est pas une conceptualisation. C'est pas une question qu'on peut écrire sur le papier, sur laquelle on peut méditer, réfléchir. Non, c'est une interrogation d'instant en instant. Vous voyez en vous le dynamisme vers quelque chose, et en même temps surgit cette constante interrogation. Cette mise en question, ce dynamisme. Pas mise en question sous forme de jugement, de critique, de commentaire, mais mise en question essentiellement. Ça va rendre la vie totalement impossible. Ça va totalement vous détruire affectivement. Et si vous en réchappez, si vous finissez pas votre vie chez les psychiatres, je dirais cette réponse devient, cette question devient une réponse, un vécu, non conceptuel. On vous demande que de mourir. Mourir à votre question. C'est ça la réponse. Je suis impressionnée par... j'ai peur de parler là, mais par l'atmosphère qui règne ici. J'ai été très attirée en voyant la documentation, oui, ce qui m'a attirée, c'est comment être soi sans mission, tout simplement. Et puis là, c'est vrai que je ne vous connaissais pas, monsieur, mais j'étais vraiment là. Et en même temps, j'ai peur quand je vous regarde comme ça, de cette distance. Enfin, c'est comme s'il y avait de la distance, puis je suis quelqu'un qui... J'ai très envie d'être dans la relation. Donc le fait que vous parliez en fermant les yeux, je comprends ça, mais moi, il y a vraiment quelque chose qui me manque là. Peut-être ma peur de ne pas être importante, ou d'être abandonnée, tout ça. Puis je me dis, mais attends, là je viens, il y a ce monsieur que je ne connais pas qui réagit, qui réfléchit profondément apparemment à tout ce qui se dit là.
Puis c'est comme si ce qui m'a attiré de venir ici, je me dis, mais attends, de qui est-ce que j'attends cette réponse? Un petit peu comme quand j'étais petite, dans la culture religieuse que j'avais, c'était, il fallait que je suive l'enseignement de Dieu, tout ça. Puis là, je suis en même temps très impressionnée de dire ça ici, parce que je me dis, mais je suis peut-être la seule à penser ça, puis je me dis, ben ça fait rien, vas-y, dis-le, affirme-toi là-dedans, je suis venue pour. Je crois m'affirmer de plus en plus que c'est à moi de trouver mon propre chemin, le plus simplement possible. Je me suis dit, si je viens là et que je ne dis pas ce que je pense, je triche avec moi-même. Quand j'ai pris le train il y a quelques jours pour venir de Nantes à Paris, puis Paris-Montréal, j'avais un voisin à côté de moi et je lui dis et qu'est-ce que vous allez faire à Montréal? Puis il me dit rien. Au début, j'ai failli tomber dans le jugement, me dire oh là, quoi, elle vient à Montréal de France pour rien. Puis après, je me suis dit, mais je trouve ça magnifique, cette simplicité d'être enfin, je ne sais pas si c'était de la simplicité d'être, moi je le vivais comme telle, apparemment pas de projet particulier. C'était pour être, quoi, vivre, sans avoir à prouver. Puis en fait, en venant ici ce soir, c'est ça que j'ai envie de contacter. Alors je ne sais pas si j'ai une question par rapport à vous. Je suis surtout contente d'avoir pu dire ça. Fermez les yeux. Là, vous verrez. Les yeux ouverts, il n'y a que des images. Quand vous fermez les yeux, vous arrêtez de m'imaginer. D'abord, ce qu'on dit ici n'a pas d'importance. C'est des mots. Les mots n'ont pas de sens profondément. Ce qui nous concerne ici, ce n'est pas des mots. Il y a des ouvrages brillants, il y a des textes extraordinaires. On sait tous ce que disent ces textes. Ces textes ne servent à rien, les mots ne servent à rien. Ce qui est important, ce qui nous réunit ici, c'est pour partager cette émotion de ne pas avoir besoin de mots, de ne pas avoir besoin de savoir, de ne pas avoir besoin de suivre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a pas de personnalité. Personnalités sont des relations mondaines. Qu'est-ce que vous voulez regarder? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Tout ça est à l'extérieur. Vous avez visiblement fait déjà votre marché. Tout ce que vous avez appris ne vous a pas servi à grand-chose. Bien sûr, vous savez ce qu'il faut savoir. Mais ce qu'il faut savoir, il ne faut pas le savoir, justement. Maintenant, pour vous, il faut l'oublier. C'est-à-dire, laissez tranquille vos livres spirituels, vos textes, vos maîtres spirituels, vos rencontres. Épargnez votre argent. Et laissez, en prenez l'inévitable s'accomplir en vous. Vous n'avez rien à faire pour découvrir cette autonomie. Cette autonomie qui fait tout le travail. Uniquement, il faut la laisser faire. La laisser faire, c'est-à-dire il faut l'écouter. Et pour l'écouter, il faut se taire. Pour l'écouter, il faut fermer les yeux. Donc fermez les yeux à votre attente. Fermez les yeux à tout ce que vous voudriez approcher, comprendre, vous approprier. Et restez tranquille. Continuez votre vie de manière la plus fonctionnelle qui soit. Ne changez rien à votre vie. Votre vie est parfaite. Ne changez rien à rien. Vouloir changer sa vie, c'est un manque de respect.
La vie change, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de la changer. Et vous allez voir dans les situations les plus simples, les plus soi-disant ordinaires, petit à petit va se révéler ce qui profondément vous intéresse. Ne cherchez pas dans les choses spirituelles. Ça, c'est un échappatoire, c'est une forme de pathologie. Il n'y a rien en haut. Ce qui est important, c'est en vous. Revenez à vous-même. Vous allez voir le besoin de relation, le besoin de convivialité, le besoin de... Ces choses-là vont complètement vous quitter. Vous avez besoin de convivialité avec vous-même. Vous avez besoin de relation avec vous-même. Relation veut dire écouter. Quand vous écoutez, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a qui écoute. Il n'y a pas de relation à deux. Ça n'existe pas. La relation est totalement unitaire. Quand vous écoutez un enfant, il n'y a que l'enfant. Personne qui écoute. Vous voyez en vous le mécanisme encore de vouloir chercher quelque part, de vouloir chercher un enseignement, de vouloir aller quelque part. Il faut le respecter, mais ça va vous passer. Vous n'êtes plus à l'âge où il faut faire le tour du monde. C'est dans votre vie que vous devez trouver cette autonomie. Elle vous cherche. Le moment quand vous vous couchez le soir, c'est vraiment important pour vous. C'est tranquille, les images mondaines, les images de civilisation, les télévisions, les journaux, les radios, tout cet imaginaire affectif. C'est côté des lectures qui décrivent ces états pathologiques misérables, les gens qui s'aiment, les gens qui s'aiment plus, s'aiment moins, qui veulent quelque chose, qui veulent plus, qui veulent devenir, réussir, être aimés. Donnez-vous simplement au sommeil, sans rien amener avec vous. La journée s'est passée, vous avez été présente, il y a eu des moments de joie, de peine, il y a eu des moments de... Vous avez vu vos mécanismes de vouloir, de refuser. Vous avez espéré que ceci allait arriver, vous avez espéré que ceci n'allait pas arriver. Il a laissé monter en vous tous les échos tactiles de la journée. Vous ne devez pas vous coucher comme ça. Vous brossez les dents le soir, il faut brosser le reste aussi. C'est-à-dire être sensible. Laissez votre corps devenir vivant. Pour vous, c'est très important. Le corps, ce n'est pas un concept, c'est pas ce que vous voyez dans la glace, c'est un ressenti. Ressentez ce corps le soir, ce corps qui est l'écho de toute la journée, de toute la vie. Sentez son poids, sa densité, sa chaleur. Vous allez voir, le poids va se déposer petit à petit dans le lit. Une forme de chaleur va venir, de radiation, les mains, les bras, tout le corps, le visage vont devenir chaud, vivant. Il y a une forme d'expansion tactile qui va se présenter. Puis à un moment donné, cette expansion va se réduire, se réduire, se réduire. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à sentir. Et là, vous êtes dans le sommeil profond. Et puis vous verrez comme des tressaillements comme une bulle qui monte à la surface, et puis 2, et puis 3, et puis petit à petit quelque chose se fait en vous, et on a l'impression que le corps se crée, le corps remonte, et puis le monde se crée simultanément, et puis c'est le matin. Pour vous, ce serait important de vous donner à ce passage du sommeil, un peu comme un soleil qui se couche le soir avec vous. Le corps se couche, puis le matin, le soleil se lève dans votre cœur. C'est là que vous aurez la réponse profonde de ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est le sommeil profond.
cette non-besoin. Il faut aborder ça, il faut aborder religieusement le moment de se coucher, le moment de se réveiller. Là, il y a une vraie solitude. Solitude sans personne de seul. C'est là que vous aurez votre réponse. Pas en allant écouter ceci ou cela. Laissez-vous faire, c'est en route pour vous. Vous n'avez rien à vous préoccuper. Je faisais du yoga et de la méditation pratiquement tous les matins. Là maintenant, je commence à trouver ça dérisoire. Je trouvais que ça me permettait d'être plus présente dans la vie, d'avoir moins peur, d'être plus confiante, plus calme. Je me demande maintenant si c'est nécessaire. Finalement, vous ne décidez pas non plus. Le corps se réveille le matin, vous en êtes pleinement à ce réveil, il y a une forme de masse énergétique qui se concrétise pour vous. Et puis si vous avez un... C'est la vie qui va décider. C'est pas vous qui décidez si vous sautez sur votre ami, si vous allez courir avec le chien, si vous mettez sur un tapis. C'est profondément l'intimité qui décide de ça. C'est pas mieux, c'est pas plus. Le yoga en tant que tel n'existe pas, n'est rien. Mais si spontanément vous levez assez tôt, vous avez envie de vous asseoir sur un tapis pour célébrer ce moment extraordinaire du réveil de la nature, du réveil de la vie. Et si naturellement le corps, vu ses restrictions physiologiques, ne peut s'exprimer que dans un certain nombre de positions, vous pouvez, je dirais spontanément, après un certain temps, bouger le corps dans telle ou telle position. Vous n'avez pas besoin d'avoir un but pour ça. C'est pour la joie de sentir, c'est extraordinaire de sentir le corps, quand on peut le bouger. Beaucoup de gens ne peuvent pas bouger le corps, mais quand on peut bouger son corps, c'est extraordinaire. Si on ne peut plus le bouger, c'est qu'on n'a plus besoin. Mais tant qu'on peut le bouger, je dirais pourquoi pas. Mais vous pouvez le faire sans imaginaire. Vous pouvez caresser quelqu'un sans vous imaginer que c'est la personne de votre vie, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Vous pouvez caresser quelqu'un sans raison. Profondément, je dirais. Tant que vous avez une raison, c'est superficiel, vous êtes dans votre mental. Quand on touche un être humain, le toucher respectueux, c'est sans raison. Quand on aime quelqu'un, c'est une insulte de le toucher. Aimer quelqu'un, c'est une pensée. On ne peut pas toucher et penser à la fois. Donc vous pouvez naturellement aller courir avec votre chien, caresser un partenaire, ou faire du yoga. Mais vous allez trouver la même intensité. Quelqu'un de plus beau que de courir avec son chien. Mais si on n'a pas de chien, ne courez pas à votre chien. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez caresser votre oreiller. Mais ce qui est important, c'est
C'est profondément votre sensibilité, votre écoute. Le yoga est un art. Un art nécessite la totale élimination de l'artiste. Sinon, c'est une gymnastique. Donc, vous ne devez pas avoir besoin de motivation pour pratiquer un art. Sinon, vous n'êtes pas fait pour ça. Si vous avez besoin de vous pousser pour faire du piano, vous n'êtes pas un pianiste. Si vous avez besoin de vous pousser pour soulever de la fonte, vous n'êtes pas un haltérophile. Si vous avez besoin de vous pousser pour faire du yoga, il faudrait mieux faire autre chose. Acheter un chien. Et si naturellement, vous avez une résonance avec la position verticale, avec la position sur la tête, avec les merveilleuses positions du yoga, je dirais pourquoi pas. Mais vous le faites pour la joie, à ce moment-là, il ne suffira pas la moindre attente, vous allez travailler autrement. Vous allez travailler sans stimulation neuromusculaire. À ce moment-là, ça va complètement changer. Ça ne va plus être une forme de ces gymnastiques absurdes qu'on enseigne en Inde et ici. Ça va vraiment être un rituel. À ce moment-là, chaque mouvement a un sens profond, un sens non conceptuel. Le sens d'une pose ne se trouve pas dans les livres. Il faut le vivre intérieurement. Chaque pose a un sens, mais pas un sens pensable. Chaque expression du souffle, chaque rythme du souffle a également un sens, mais pas un sens pensable. Donc ces sens internes vont venir du fait que vous abordez l'art avec respect. Avec respect, c'est-à-dire les mains vides, c'est-à-dire sans intention. Et tout l'enseignement du yoga va vous être révélé sur votre tapis. Personne ne peut vous le révéler. Tous les gens qui veulent vous enseigner le yoga, c'est du commerce. Le yoga ne s'enseigne pas, ça se reçoit. Quand on le mérite, pas de manière morale, mais de manière fonctionnelle. C'est quand on écoute. À ce moment-là, il n'y a aucun élément négatif de la pratique du yoga. Mais à ce moment-là, c'est un art. Et à ce moment-là, vous avez tous les niveaux possibles en tant qu'artiste, bien sûr. Il y a des jours où le corps est plus ou moins docile, il y a des jours plus ou moins d'agitation, d'opacité, selon votre âge, selon votre capacité. Il y a simplement une immense intelligence pour actualiser un art, parce que chaque violoniste doit tenir le violon différemment, et chaque pose de yoga doit être faite différemment. La manière dont vous faites un pose aujourd'hui, dans 2 mois, sera changée. Donc, mais toute la subtilité de l'art vous est donnée dans votre écoute. Mais l'essence du yoga, c'est que ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est un art sacré. Si ça servait à quelque chose, ce serait une forme de capitalisme. Ça ne sert à rien.
J'ai une petite question, s'il vous plaît. Si l'on regarde le mental, il est constamment agité toute la journée, et c'est toutes sortes de choses qui se passent à travers notre mental. Et on est littéralement prisonnier de cette affaire. Et donc je vois très bien que tous nos désirs, tous nos projets, tout ce qu'on veut faire passe à travers ce mental. Et par conséquent, c'est travesti, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut. C'est faussé. C'est-à-dire que ce n'est pas connecté avec nos vrais besoins. Je vois ça assez bien. Il y a des gens qui parlent du silence de ce mental. J'ai lu certains livres et puis il y a des gens qui paraît-il, ont atteint ce niveau du silence de ce mental. Je me demande qu'est-ce qui peut amener ça. Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est on se fatigue un jour? Est-ce que c'est par accident? Est-ce que c'est une caractéristique personnelle à certains individus qui emmènent ça? Qu'est-ce qui fait qu'un jour ça s'arrête? C'est une prison, dans le fond. En dehors de cette forme de curiosité, je dirais formuler autrement votre question. Quelle est vraiment votre question pour vous, qui vous concerne? Ma question c'est qu'est-ce qui emmène ce silence? Je ne connais pas ce silence, mais à certains moments, ici et là, il y a des choses que c'est comme si quand le mental ralentit complètement, on se sent beaucoup mieux, on est plus régénéré, etc. Et donc j'imagine que les gens qui ont atteint ce silence, hein, je n'en ai aucune idée moi, je me demande qu'est-ce qui emmène ça? Est-ce que c'est des exercices? Est-ce que c'est la mémoire qui va s'épuiser? Est-ce que c'est qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est une caractéristique de l'individu qui va l'emmener un jour à se réaliser, comme on pourrait dire? Qu'est-ce qui peut emmener ce silence du mental? Est-ce que ça existe d'abord constamment et qu'est-ce qui peut l'emmener? Quand vous voulez intensément quelque chose et que vous l'obtenez, vous avez un moment d'un relatif silence. Quand vous voulez intensément quelque chose, et puis vous arrivez à ce désir, vous satisfaisez ce désir, il y a un moment de relatif silence, non? Je pourrais dire un contentement, mais ce n'est pas tout à fait le silence. Non. Si vous, lors de la satisfaction d'un désir, si vous ne mettez pas l'accent sur l'objet qui vous satisfait, mais si vous restez sur le ressenti, le contentement, vous allez voir, il y a des moments de relatif silence qui vont s'inscrire dans votre vie. Vous pouvez lâcher l'objet. Vous voulez une fraise, vous goûtez la fraise, restez avec le ressenti de la fraise en vous, oubliez la fraise. Lâchez l'idée, je vais manger une fraise. Restez avec le ressenti. Le ressenti sensoriel. C'est au niveau sensoriel, en laissant vivre votre sensorialité, que ces plages de silence dont vous parlez peuvent s'actualiser. Vous ne pouvez pas sentir et penser à la fois. Quand on vous donne une gifle très forte, vous avez un instant sans penser. Quand vous mordez la langue, etc. La sensation intense du corps arrête la pensée. Un coup, très grande douleur, la pensée s'arrête. Quelques instants. Donc il faudrait trouver pour vous, je dirais, un mode d'exploration sensorielle. Vous êtes intelligent, vous avez réfléchi, vous avez lu. La pensée est toujours agitée. De lire plus, de penser plus, ne va rien changer. Donc essayez de trouver un médium corporel qui vous stimule. De sentir votre corps. Et vous allez voir, quand vous laissez la sensibilité du corps devenir vivante, vous allez vraiment avoir des moments de tranquillité. Ça va devenir comme une seconde nature pour vous.
Vous n'allez plus avoir constamment cette agitation. Vous pouvez des fois la laisser venir pour la joie de le faire. Mais ça ne vous vient pas naturellement. Il faut passer par un médium sensoriel. Ou alors comprendre profondément que ce que vous cherchez n'est pas un objet. Et cette compréhension ne peut pas se fabriquer. Alors je dirais dans certains plans, l'éveil sensoriel. Regardez. Regardez tout court. Quand vous regardez, la pensée n'est pas présente. On ne peut pas regarder et penser à la fois. Quand on pense, on ne voit pas. Donc donnez-vous de plus en plus au regard. Regardez votre environnement, sans commentaire. Regardez. Et ensuite, éprouvez corporellement ce regard. Vous voyez, vous vous sentez après avoir regardé un gazon vert. Comment vous vous sentez après avoir regardé des nuages? Comment vous vous sentez après avoir regardé tel ou tel building? Corporellement. Comment vous vous sentez après avoir écouté tel ou tel style de musique? Comment vous vous sentez après avoir mangé telle ou telle nourriture? Comment vous vous sentez après qu'on vous a insulté ou qu'on vous a félicité? Comment vous vous sentez après chaque événement de la vie? De plus en plus, l'écho de votre vie affective, vous devez la découvrir sensoriellement. Quand vous êtes déprimé, comment ça se passe? C'est dans le ventre, la gorge, la poitrine? C'est lourd, c'est humide, c'est sec, c'est gris? C'est en expansion, c'est serré, c'est immobile, c'est en vibration. Sensoriellement, éprouvez l'écho des événements de la vie en vous. Et vous allez voir, quand vous allez rentrer dans cette découverte sensorielle, vous allez avoir des moments qui vont venir très très vite, naturellement, de tranquillité. Bien sûr, extérieurement, si vous évitez de regarder les imaginaires politiques et conceptuels de nos sociétés, si vous mangez une nourriture relativement équilibrée, ça aide légèrement, mais ce n'est pas le problème. Il faut sentir l'écho de la journée. Rentrez chez vous le soir, mettez-vous sur votre lit, allongez-vous et sentez l'écho de la journée. La journée n'est pas finie, ça continue en vous. Toutes vos blessures, tous vos espoirs, tous vos regrets, tout ce qu'on vous a fait, les choses magnifiques qui vous sont arrivées, les choses dramatiques qui vous sont arrivées, rien qui vous est arrivé, tout ça continue de vivre en vous. Il faut devenir sensible à cette masse, ce magma tactile. Et vous verrez, vous découvrirez ces moments de silence. Quand je suis en présence de gens comme vous qui connaissent la vérité, j'ai toute une vibration dans mon corps, au plus grand ou plus petit degré. Là, en ce moment, c'est assez fort. Qu'est-ce que c'est? Puis est-ce que c'est utile pour moi d'être en présence de gens comme vous? Vous avez mis les choses à l'envers. Quand vous êtes en présence de vous-même, il y a naturellement un monde vibratoire qui se révèle. Ce qui se passe ici, vous avez un imaginaire sur moi, et donc vous écoutez cet imaginaire. Ce n'est pas l'imaginaire qui amène cette vibration, c'est le fait d'écouter. Si vous écoutez votre chien, avec la même qualité d'écoute, vous allez voir cette vibration se trouve là également.
Donc vous allez le projeter sur quelqu'un, sur une situation. Cette projection va limiter la vibration. Quand vous allez comprendre cette vibration, c'est votre écoute, c'est votre silence qui est en train de se révéler. Vous allez voir, la vibration va même plus pouvoir être appelée vibration. Donc, restez tranquille dans votre chambre. Arrêtez d'imaginer des êtres différents de vous. Mettez de côté vos concepts de vérité, de ceci, de cela. Quand vous aviez 12 ans, ces concepts avaient une valeur, ça vous a formé le caractère, ça a participé de... etc. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. Vous sentez cette vibration. Beaucoup de gens ne le sentent pas. C'est le signe, vous n'avez plus besoin de ces concepts inutiles. Cette vibration, c'est votre vibration. Il n'y a personne qui peut vous le donner. Elle est avec vous quand vous êtes présent, quand vous êtes à l'écoute, quel que soit ce que vous écoutez. Il n'y a rien dans ce que vous écoutez. L'écoute est en vous. Rentrez chez vous, mettez-vous sur votre lit et écoutez. Et vous allez voir, cette vibration est là. Cette vibration a son propre chemin en vous. Laissez-vous faire. À un moment donné, vous n'aurez plus besoin d'aller écouter quoi que ce soit, qui que ce soit. Même pas vous-même. Donnez-vous fréquemment à cette vibration. Ça va détruire votre imaginaire. Votre imaginaire qu'il y a quelque chose qui est écouté et qu'il y a quelqu'un qui écoute. Et que vous allez être libre d'écouter et de celui qui écoute. À ce moment-là, je dirais, la vibration a pleinement rempli son travail. Et le mot vibration ne viendra plus à l'esprit. Il y aura un silence. La vibration, c'est le silence qui cherche à percer, mais qui est encore objectif, qui est encore fragmenté. C'est la marmite qui siffle, mais il faut que la marmite explose. Vous avez besoin de personne, vous avez besoin de rien. Ce que vous avez besoin, c'est cette vibration. C'est ça votre guide, ça vous l'avez déjà. Tout le reste est dans l'extérieur. Quand vous parlez de cet imaginaire, est-ce que c'est nous, en tant qu'individus, qui l'avons créé, ou est-ce que nous subissons cet imaginaire qui est de la collectivité, parce que nous vivons avec les autres aussi? Et si je comprends bien, cet imaginaire, c'est ce qui nous sépare de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est dans l'illusion. Est-ce que je vois ça correctement ou est-ce que je suis à côté? Vous ne pouvez jamais voir que votre propre imaginaire. Donc il n'y a que mon imaginaire à moi. S'il y en a d'autres, vous ne pourrez jamais les connaître. Quand votre imaginaire est vu pour ce qu'il est, une attente, l'ajournement du présent, les imaginaires des soi-disant autres cessent également. Vous n'avez pas besoin que le monde soit tranquille pour être tranquille. Quand vous êtes tranquille, le monde est tranquille. Psychologiquement. Imaginaire, c'est d'attendre. L'imaginaire, c'est de croire qu'il y a quelque chose à l'extérieur.
d'avoir besoin de suivre l'enseignement spirituel. Il y a des imaginaires très très tenaces, qui sont héritiers des imaginaires religieux, qui sont héritiers des imaginaires de clans, de tribus, de survival, qui sont héritiers des imaginaires animaux, mammifères, des anciens cerveaux. Tout est justifié. Notre imaginaire a comme base le cerveau très ancien, reptilien en nous. On les a élaborés. Ça paraît plus brillant de parler de non-dualité que de chasse, mais c'est la même chose. C'est le besoin de sécurité. Il n'y a personne qui peut être en sécurité. La personne elle-même, c'est de l'insécurité. Quand vous réalisez qu'il n'y a que l'insécurité, vous réalisez également que l'insécurité n'existe pas, que c'est un concept. Et qu'il n'y a ni sécurité ni insécurité. Parce que c'est la personne, l'ego, qui nomme sécurité, qui nomme insécurité. Il n'y a ni insécurité ni sécurité. Vous ne pourrez jamais vous trouver en sécurité, parce que ça n'existe pas. Mais il n'y a pas d'insécurité non plus. C'est des arguments politiques, ces choses-là. C'est tout. Ça a une valeur pour une campagne politique. Mais ça n'existe pas. L'insécurité pour qui? L'insécurité, la sécurité, c'est le concept de l'ego, de la personne. Ça n'existe pas. C'est ça l'imaginaire. Si vous lâchez votre propre sécurité, votre propre insécurité, que votre voisin ait besoin de telle ou telle sécurité, ce sont dans l'insécurité, vous le comprenez, bien sûr. Avec sa vision du monde, avec son attente, avec ses besoins, avec son sens de la propriété, avec son sens de l'État, avec son sens de ses enfants, de sa femme, bien sûr, il se sent en insécurité, et bien sûr, il peut se sentir en sécurité, pour quelques instants, selon son imaginaire. Votre chien a d'autres critères de sécurité, d'insécurité, votre chat aussi. C'est les mêmes. Formulés, légères couleurs différentes, mais c'est la même source. Donc, si votre imaginaire cesse, vous allez voir l'imaginer les autres est léger pour vous. Mais vous comprenez que quand votre chat voit tel chien, il se sent une forme d'insécurité. C'est très ancien, c'est très très ancien, nous. Et quand votre voisin dit à sa femme qu'il aime, vous comprenez que sa femme se sent également en sécurité. C'est le même cerveau très très ancien en activité. C'est ça l'imaginaire. Monsieur Varette, quand vous parlez d'intensité, quand vous parlez de senti, moi je veux savoir quelle place, est-ce que c'est relié avec l'émotion, le corps émotionnel? Je voudrais savoir quelle place. Est-ce qu'il faut libérer le corps émotionnel pour vivre cette paix, cette tranquillité-là, selon laquelle vous parlez? Il n'y a rien à libérer, mais il faut se rendre compte à quel point le système émotionnel est toujours en défense, est toujours
en réaction. Vous ne pouvez rien faire pour le changer. Mais se rendre compte de la défense, c'est déjà un espace qui se libère en nous. Donc vous rendre compte quand on vous insulte, quand on vous félicite, quand on vous dit qu'on vous aime, quand on vous dit qu'on ne vous aime plus, quand on vous dit ceci ou cela, quand on vous fait ceci ou cela, se rendre compte de l'impact, humblement. Pas chercher de ne pas avoir impact, vous n'êtes pas un fer à repasser dans un aquarium, vous n'êtes pas séparé de l'environnement. Donc bien sûr, tout ce qui arrive vous touche. Heureusement, sinon vous seriez morte. Bien sûr, tout ce que dit votre environnement vous touche. Ce qu'a fait l'environnement vous touche. Mais à un moment donné, ça vous touchera sensoriellement. Ça vous touchera plus psychologiquement. Ce qui touche sensoriellement est dans l'instant. Quand vous recevez une gifle, dans l'instant, il y a la douleur. Ça peut se prolonger un petit peu. Mais la gifle psychologique, 10 ans après, vous la sentez encore. Elle est encore, elle vous empêche encore de regarder une peinture avec joie parce que vous avez été giflé. Ce qui nous concerne ici, c'est de laisser les gifles psychologiques de côté. C'est déjà bien de vivre avec des gifles physiologiques. Votre corps est ce qu'il est. Il reçoit des traumatismes, il est fait pour ça. Et les traumatismes du corps ne sont pas traumatisants. Quel que soit votre état corporel, on peut faire face. Quand on ne peut plus faire face, on meurt. On est fait comme ça. Mais les traumatismes psychologiques, je dirais, sont inutiles. C'est une manière de parler, bien sûr. Quand ils sont là, ils sont utiles. Mais ils sont là pour vous rendre compte qu'ils sont inutiles. C'est à ça qu'ils sont utiles. De se rendre compte de plus en plus combien on est concerné par tout. Et quand vous allez voir ça profondément, à un moment donné, vous allez vous sentir concerné par rien. Mais il faut d'abord voir à quel point on est concerné par tout. Si j'essaye d'être concerné par rien, comme le malheureux yogi dans sa caverne, ou celui qui s'obstine à faire du zen tous les matins, il n'y aura qu'agitation. Dès que la méditation est finie, on devient un tyran pour sa femme, pour ses enfants, pour son travail, pour son corps. Il n'y a que violence. La méditation volontaire, c'est une forme de fascisme, de masochisme profondément. On essaie de se faire payer quelque chose. Plus ça fait mal aux genoux, au plus c'est profond. Plus c'est dur, il y en a qui font la méditation 5 heures, il y en a qui font 10 heures, il y en a qui ne vont pas aux toilettes pendant 10 heures, il y en a qui ne parlent pas pendant... Enfin, un jour, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui ne respirent pas. C'est uniquement cet vieux masochisme, cette pathologie marquée en nous. Il y en a qui ne touchent pas des femmes, qui ne touchent pas des hommes. Chacun se restreint, les prêtres qui regardent uniquement les petits-enfants. Chacun se restreint pensant arriver à quelque chose. C'est uniquement, on se fait payer quelque chose. On se fait payer ce sentiment d'étouffement. Et on a cette vieille mémoire que si on en souffre vraiment, peut-être ça va aller mieux. Non, de souffrir n'amène rien. De souffrir, c'est gratuit. Il y a la joie de souffrir. Ça, c'est acceptable pour un athlète. Il y a une joie de la douleur physique. Mais la souffrance psychologique, à un moment donné, vous n'avez plus besoin de ça. Il n'y a pas besoin de souffrir. Non, il faut écouter le corps. Le corps devient votre baromètre de la vie. Pas le corps imaginaire de la médecine occidentale, qui est un concept. Pas le corps imaginaire des médecines orientales, qui est un autre concept. Le corps de ressenti. Le corps de ressenti, c'est votre secret. Personne ne pourra jamais le connaître. Personne ne pourra jamais le voir. Les gens s'imaginent vous voir. S'imaginent vous toucher. Ils touchent et ils voient leur imaginaire.
Votre corps est votre secret. Et c'est en même temps votre porte sur le silence. C'est ce corps-là qui est la porte. Ce n'est pas le corps commercial. Il faut écouter. C'est dans cette écoute que ce corps secret se forme. Ce n'est pas un corps que vous avez à la légère. C'est un corps qui est encore en embryon chez la plupart des gens. Il faut que ce corps se forme, ce corps mûrisse, ce corps grandisse. Et à un moment donné, il puisse vraiment éclore. Dans le sens profond, le yoga ou les arts traditionnels sont là de laisser ce corps éclore. Mais ce n'est pas le corps physique. Ça n'a rien à voir. Et là, on rentre dans des éléments trop yogiques. Le corps comme écho de la vie. Écho émotionnel. Uniquement voir à quel point les situations nous touchent, sans vouloir le changer. Vous voyez la télévision, vous avez vu tel président a été élu, vous voyez s'il y a une envie de vomir, s'il y a une envie de rire, s'il y a une envie de... voyez en vous l'envie, sans commentaire. Selon votre éducation, vos préjugés, vous avez telle ou telle envie de voir telle ou telle chose. Il n'y a pas une réaction qui est plus juste qu'une autre. Un rire hystérique, que ce soit... Peu importe, tout est juste. Mais voir à quel point... Voir comment ça fonctionne en nous. Quand votre enfant dit un mensonge, voir comment ça vous touche. Quand vous voyez une scène d'héroïsme dans la rue, voir comment ça vous touche. Quand vous voyez la souffrance de quelqu'un, comment ça vous touche. Pas conceptuellement, corporellement. Où ça vous touche? Dans le ventre, dans la poitrine, dans les jambes, dans les genoux, dans la gorge. C'est lourd, c'est humide, ça vibre. Au début, bien sûr, ça peut être un peu étrange, mais vous verrez. Ça devient à un moment donné une seconde nature. Et là, vous allez voir une forme de rectification de l'état émotionnel qui va se faire petit à petit. Oui, il y a changement. Et c'est un changement qui se fait organiquement. Il ne peut pas se faire par volonté. Il ne peut pas se faire en méditant violemment. Il ne peut pas se faire en s'imposant des règles. Il ne peut pas se faire en apprenant des concepts religieux. Il ne peut pas se faire en suivant un enseignement spirituel. Il peut uniquement se faire en étant à l'écoute de vous-même. Et uniquement à chaque instant. Ça ne va pas être fait de 7 à 8. C'est à chaque instant. Et à chaque instant, vous vous rendez compte combien vous n'étiez pas à l'écoute l'instant d'avant. C'est ça qu'on appelle se rendre compte. Là, il y a rectification. C'est la vie, c'est l'écoute qui rectifie. Mais toute rectification volontaire, basée sur un malheureux schéma spirituel d'une pyramide, chacun a ses fantasmes, ce qui est haut, ce qui est bas, c'est des formes de violence. Une sorte d'imposition. C'est très profond. C'est la même chose qui fait quand vous avez mal aux dents, des fois vous serrez les mâchoires pour avoir mal, pour ne pas vous empêcher. C'est le même élément. C'est le même élément qui fait que dans une dispute de couple, vous allez dire juste ce qu'il faut pour faire mal à l'autre. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Pour que ça va tout exploser. C'est un mécanisme très profond en nous. De nous trouver en situation de conflit. Pour se sentir. Pour trouver l'échec. Pour retrouver cette sensation d'échec qui est très profonde dans l'être humain. Est-ce que ce corps dont vous parlez, est-ce qu'il est lié au sentiment
Pouvez-vous parler un peu du sentiment, s'il vous plaît? Non, il est lié à l'énergie. Le corps d'énergie. Mais quand on dit je sens quelque chose, quand j'entre dans une pièce, je sens une certaine énergie. C'est quand même un sentiment, non? Dans ce sens-là, oui, mais sentiment donc ressentir. Mais très souvent, ce qu'on appelle sentir, c'est une projection. Il y a des hommes qui regardent une femme, ils sentent qu'il faut qu'ils se marient avec elle. Il y a des gens qui voient une bouteille de whisky, il faut qu'ils boivent le whisky. Ils le sentent. Il y a des gens qui vont aux courses, il faut qu'ils parient tout leur argent qu'ils ont gagné. Il y a des gens qui voient quelqu'un qui colle une affiche politiquement différente, il faut qu'il aille interférer, etc. Donc ça, ce sentiment-là, je dirais non. Mais le sentiment effectivement de quand vous rentrez dans une pièce, même avant de rentrer dans la pièce, d'avoir cette espèce d'atmosphère, effectivement, c'est un reflet de ce corps intime. Quand vous êtes silencieux avec quelqu'un, des fois ce corps se déploie jusqu'à un certain plan. Quand vous avez une émotion profonde, quand vous êtes ému, quand vous êtes surpris, c'est quand vous ne pouvez pas faire rentrer le monde dans votre mémoire, quand vous êtes en admiration, c'est-à-dire vous devenez silencieux. Dans ce silence, il y a également ce corps d'énergie. Mais il ne fallait pas prendre à la lettre ce qu'on dit ici. C'est des images qui se présentent, des images qui visent à décrire quelque chose qui n'est pas une image. Donc pas de représentation. Sinon on rentre dans une forme de système. Alors on va rentrer dans les techniques comment, pour augmenter, et là, on est tombé dans le capitalisme spirituel. Il n'y a pas de technique. Vous ne pouvez pas décider d'être humble. Vous ne pouvez pas décider d'être tranquille. Sinon, c'est des concepts. Décider d'être tranquille, c'est de l'agitation. Décider d'être humble, c'est de l'orgueil. Il n'y a rien à décider. Je constate en moi l'arrogance, je constate en moi l'agitation. Je suis disponible à cette constatation. Je suis l'espace dans lequel cette constatation vit. Je sens en moi telle région du corps dans laquelle l'arrogance est particulièrement incarnée. Je sens en moi dans telle région du corps où l'émotion s'est incarnée. Et ces régions vont se mettre à parler dans mon silence, dans mon non-savoir. C'est le début d'une exploration. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste. Se donner, je dirais clairement, ces moments de ressenti. Et là, vous allez voir très vite les concepts de positif, négatif, vous quittent complètement. Il n'y a pas de choses positives, négatives. L'énergie est ce qu'elle est. C'est notre imaginaire qui colore les choses. C'est sûrement très tard. Je ne voudrais pas se couper de la vie pendant trop longtemps. S'il y a une ou deux dernières questions. Monsieur Barrett, justement, je veux juste clarifier, pour être certain que j'ai bien compris le sens de vos paroles de ce soir. J'ai l'impression que finalement, vous êtes en train de me dire que la question de Dieu n'a aucune importance, que nos relations avec les autres sont à l'égard de notre propre relation vis-à-vis de soi-même
cette relation-là vis-à-vis des autres est finalement très peu importante. Et que finalement, je reprends quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, on est ici finalement, c'est pour préparer notre mort. Puis quand vous me dites ça, ça me glace un petit peu. Puis en même temps, tout à l'heure, vous avez dit que si on ne ressentait pas les choses, si on ne sentait rien, que ça équivalait finalement à ne pas être vivant, à être mort en tant que tel. Alors, il n'y a pas une espèce de contradiction là-dedans. On est ici pour préparer notre mort, mais en même temps, c'est très important de tout ressentir au fond de soi-même, d'être en bonne relation avec soi-même pour avoir un bon ressenti. Sinon, est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Est-ce que c'est... J'aimerais ça comprendre, être certain que c'est bien ça que vous essayez de nous faire, de transmettre le message. Il n'y a surtout rien à préparer, surtout pas sa mort, parce que ça c'est un imaginaire, il n'y a pas de mort. Il n'y a surtout personne pour mourir. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le mental ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on emploie des images qui sont souvent contradictoires. L'image décrit ce qu'on voit dans l'instant qui est clarté, mais qu'on est obligé de colorer parce que sinon on ne peut pas le voir. Pour pouvoir voir la lumière, il faut qu'il y ait un objet. S'il n'y a pas une poussière qui se promène, la lumière est invisible. Donc pour parler de cette lumière, on emploie des poussières. Les poussières représentent très mal la lumière, mais on a qu'elles pour en parler. Donc les mots sont très vulgaires et profondément n'ont aucun sens. La forme de la poussière ne représente en aucun cas la forme de la lumière. Le sens du mot ne représente en aucun cas ce qu'il exprime. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller au-delà des mots. Mais c'est très vrai. Quand vous... dans un moment de sensibilité profonde, vous ne sentez rien. Dans ce rien sentir, on peut dire que vous sentez tout. Mais donc on essaie au niveau de la personne de sentir, on peut dire là on sent vraiment rien. On sent son imaginaire. Je sens, j'ai vraiment besoin de ce whisky, j'ai vraiment besoin de cette femme, j'ai besoin de ce bateau, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin, etc. Ce genre de senti, est-ce qu'il est? Mais à un moment donné, vous allez de moins en moins le fréquenter. Vous allez de moins en moins prétendre avoir besoin de ceci ou cela. Alors je dirais, vous allez de moins en moins sentir. Et quand ce niveau de senti se réduit en vous, il y a un autre senti, où étrangement, on peut vraiment dire qu'au plus vous sentez, au plus vous sentez rien. Mais il fallait respecter ce qu'on dit ici, mais pas respecter les mots. Respecter uniquement cette espèce d'émulsion qu'on a éventuellement ensemble. Moi, je n'ai aucune connaissance de ce dont on parle ici. Je ne comprends pas du tout ce que je dis. Ça n'a aucun sens pour moi. Moi non plus. C'est ça qui est notre lien. Si on laisse complètement libre tout ce qu'on dit ici, sans chercher de se l'approprier, d'en faire un sens, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, il va rester ce qu'il y a quand vous jouez avec un enfant.
Quand l'enfant va changer les règles du jeu plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe quand vous jouez avec un enfant? Ni vous gagnez, ni vous perdez. Mais c'est pour la joie d'être avec l'enfant. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la joie d'être avec soi-même. Et ça, c'est le sens profond du jeu. On peut être avec soi-même que quand on se rend compte qu'on ne peut ni gagner ni perdre. Il n'y a rien dans la vie qui puisse être acquis ou qui puisse être perdu. Tout ce que vous pouvez perdre, c'est pas la peine de le garder. Tout ce que vous pouvez acquérir, c'est pas la peine de l'acquérir. Ce qui est essentiel dans la vie, c'est ce pressentiment de la gratuité. Donc si on laisse tous nos concepts, tous nos dialogues complètement libres de compréhension, si on n'essaie pas d'en faire quoi que ce soit, si on n'essaie pas de prendre une décision, de dire voilà, maintenant j'ai compris, si on n'essaie pas d'essayer d'intégrer, d'essayer de vivre ce dont on parle ici. Mais si on est uniquement respectueux comme on respecte n'importe quoi, à ce moment-là, ce qui préside à nos rencontres, ce qui fait qu'on est ici, non pas en train de faire des études pour acquérir plus, pour prendre des décisions, pour changer cela, etc. C'est-à-dire qu'on passe quelques moments où on n'essaie plus de s'approprier sa vie, de réussir sa vie. Sinon, on sera en train de faire des études, ou de prendre des décisions financières, ou de divorcer, ou de se marier. Et on se rend compte du fond pour ne rien faire. C'est cette gratuité qui doit devenir de plus en plus concrète pour nous. Et pour qu'elle devienne concrète, il faut laisser totalement nos dialogues se mourir au niveau conceptuel. Il faut qu'on sorte d'ici sans vraiment rien avoir compris. Et rien avoir non compris. Et sortir simplement sans imaginaire. Et ensuite, ce non-imaginaire va, on peut presque dire, se prendre en charge en nous. Il y a comme une forme d'écho. Et on va se retrouver dans des moments de la vie où on est en train de vouloir, où c'est très important de faire ça, où c'est très important de ne pas faire ça. Et on va de nouveau être percuté par la gratuité des choses. Et à ce moment-là, l'immense importance de ceci ou de cela va être totalement vue autrement. Bien sûr, il y aura action, décision, c'est la vie. Mais il n'y aura plus appropriation. Il n'y aura plus rancœur, remords. Donc il faut se libérer de toute appropriation de ce qui est dit ici. Généralement, ça se fait tout seul. On ne peut pas se rappeler ce qu'on a dit ici. Si on s'en rappelle, c'est qu'on a mal écouté. C'est qu'on a écouté avec les oreilles. Il n'y a rien à regarder, il n'y a rien à écouter ici. Cette non-écoute, ce non-regard, c'est cette intimité. Ça, il faut le garder. C'est cette intimité que la vie se révèle. J'aimerais clarifier quelque chose avec vous sur le sentiment. Il me semble qu'il y a deux choses sous le même mot. Quand vous dites « je vois un whisky, j'ai le sentiment que je le veux », il me semble qu'il y a une espèce d'automatisme, de mental qui agit derrière ça. Donc c'est quelque chose qui est décidé rationnellement. Alors que le sentiment, si je sens une énergie, c'est plus énergétique, c'est quasiment irrationnel, c'est hors de la volonté. Est-ce que je me trompe en distinguant comme ça? Il y a beaucoup de gens, quand ils voient un whisky, c'est totalement irrationnel. C'est pas un automatisme, je peux être conditionné par la boisson. Quel que soit votre ressenti, c'est une forme de conditionnement. Un chien qui rentre dans la pièce le sent autrement. Vous rentrez dans une pièce où il y a eu des choses soi-disant dramatiques selon votre conception du monde, mais quand votre chat y rentre, pour lui l'atmosphère de la pièce n'est pas du tout dramatique. Et si d'ailleurs on vous coupait la tête tout de suite, votre chat continuerait à se promener extrêmement calmement dans la pièce. Donc le drame de la pièce, c'est votre imaginaire.
Quand on dit qu'une chose est négative, demandez à votre chat, il le voit tout à fait autrement. Ce qui est catastrophique pour un et ce qui est une terrible défaite pour un est une victoire pour l'autre. Un massacre pour un est une victoire, un autre c'est un massacre. Donc c'est l'imaginaire qui crée des choses positives et négatives. Pour une armée, un bombardement est l'occasion d'une célébration, d'une victoire, d'une joie. Pour ceux qui sont bombardés, c'est un autre imaginaire. Le ressenti est toujours en termes de conditionnement. Il me semble que l'énergétique, le sentiment énergétique n'est pas sujet au conditionnement. Il est d'un autre corps, il est corps à corps, si on puisse parler ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Il échappe à l'intellect, il échappe à tout ce qui est imaginaire. Le vrai ressenti dans le sens profond, oui, mais c'est un ressenti qui est peu actualisé. La plupart des gens ont un ressenti qui est très conditionné. Il ne s'agit pas de le changer, mais de devenir très sensible à ce conditionnement, humblement, on ne peut pas faire autrement. Et au plus, comme on a dit, au plus vous vous rendez compte combien toutes nos réactions sont conditionnées, au plus il y a des espaces qui vont se créer en vous. Et des fois, bien sûr, le conditionnement reste, mais vous n'allez plus être lié au conditionnement. Vos opinions sont toujours différentes des miennes, sur tous les sujets. On a un passé différent, un corps différent. Il y aura automatiquement un préjugé dans un sens ou un préjugé dans l'autre. Mais à un moment donné, on n'est plus lié à ces préjugés. On n'est plus lié à ces préférences. Elles sont toujours là. Mais on n'est pas limité par ces préférences. Et on sait très bien que les préjugés de l'autre sont aussi justes pour l'autre que ce que nos préjugés sont justes pour nous. C'est-à-dire totalement faux au niveau essentiel, totalement inévitable au niveau affectif, et que c'est uniquement dans la mesure où je peux en être totalement le réceptacle, où je peux laisser vivre en moi ce jugement, cette limite, que je peux pressentir en moi quelque chose qui dépasse cette limite, cet espace dont on parle. Monsieur Barrette, est-ce que ça serait juste de dire que ce soir, vous n'êtes pas là et il n'y a que moi dans la salle ce soir? Et cette phrase-là est applicable pour chacun de vous. Il n'y a personne dans la salle. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a pas de personnalité? La personnalité est uniquement là quand vous la pensez. Et quand vous la pensez, vous n'êtes pas dans la salle, vous êtes en train de vous imaginer en tant que personnalité. Quand vous êtes dans la salle, c'est quand vous écoutez, il n'y a pas de personne. La personne ne peut pas écouter. La personnalité, c'est une... Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est la peur qui nous donne ce besoin de s'imaginer à chaque instant. Mais quand vous écoutez un concert, quand vous regardez une fourmi qui marche sur votre pied, quand vous sentez une goutte de sueur qui coule, où est la personnalité? Il n'y a que tactilité. Finalement, tout est très simple, mais le langage ne permet pas cette simplicité. Ce qui le permet, c'est se donner le soi au sommet profond. On va se quitter sur cette conceptualisation, mais qui a dans son essence sa propre liberté. Parce qu'on ne peut pas penser le sommet profond. Donc je dirais ce soir, quand on se donne au sommet profond, on a déposé toute la journée, toutes nos conférences, toutes nos réunions, tout ce qu'on a trouvé juste, ce qu'on a trouvé faux. On laisse tout ça de côté et on laisse le corps se déposer en nous. Je ne me dépose pas dans le corps, c'est le corps qui se dépose en moi.
Et je laisse ce corps d'abord se magnifier qui est sa nature, quand j'arrête de le restreindre par une intention, le corps d'abord va complètement exploser, sauf s'il y en a quelqu'un à côté qui veut absolument vous tripoter, ou qui veut absolument vous parler, ou qui veut vous comprendre, ou qui veut être compris. Mais si on vit moralement, c'est-à-dire dans l'intimité, vous laissez cette explosion se faire, et ensuite cette résorption se faire. Ça, c'est vraiment ce qui est l'essentiel. Tout le reste, c'est des mots.